Ημέν υπείων στρώτων, είδε παίζον, είδε νάων, φέσε πήγαν μέλαιναν, έμενε κάλιστον. Ημέν υπείων στρώτων, είδε παίζον, είδε νάων, φέσε πήγαν μέλαιναν, έμενε. Bonjour à toutes et à tous. Evelyne Père, bioanthropologue au CNRS et au Muséum d'Histoire Naturelle. Armelle Naït, historienne des idées à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Alors j'ai oublié de dire Evelyne Père ici présente. Armelle qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Frédéric Pigère, ici présente au premier rang. Spécialiste des sciences de gestion et titulaire de la chaire Genre, Mixité, Égalité, Femmes-Hommes de l'école à l'entreprise ici au Conservatoire national des arts et métiers. Et moi-même, qui suis là. Joëlle Viez, généticienne au CNRS, avons grand plaisir à vous accueillir dans cette salle, dans cet amphithéâtre du CNAM, pour une séance du séminaire Sexe et genre, dont le sous-titre Pour un dialogue interdisciplinaire au carrefour des sciences de la vie et des sciences humaines et sociales indique bien les objectifs. Nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir Geneviève Cellier, qui va nous présenter le fruit de ses recherches récentes dans un séminaire intitulé Le cinéma des midinettes. Avant de lui laisser la parole, laissez-moi vous présenter notre intervenante. Donc Geneviève, je ne surprendrai personne en disant que tu es aujourd'hui l'une des meilleures spécialistes de l'analyse des rapports sociaux de sexe dans le cinéma et la télévision, mais je surprendrai peut-être en disant que tu as commencé dans la vie universitaire en faisant des études de lettres. Tu es titulaire notamment d'une maîtrise de lettres modernes et d'un DEA de lettres françaises et comparées, et comme tu as été élève à Normal Sup et que tu étais une bonne élève, j'imagine, tu as aussi obtenu l'agrégation de lettres modernes. Personne n'est parfait. Absolument. Mais en fait, j'ai l'impression que la littérature au sens strict du terme n'était pas vraiment ton intérêt principal dans la vie, puisque dès le DEA, tu t'es orienté vers des filières de lettres portant la mention option cinéma ou mention cinéma. Et ton travail de doctorat était consacré à l'analyse narratologique des films de Jean Grémillon, ce qui t'a permis d'obtenir ta thèse à l'Université Paris 3 en 1987. Tu as ensuite continué tes recherches dans ce domaine et obtenu une habilitation à diriger des recherches, cette fois à l'Université de Paris-Nanterre et dans la discipline art du spectacle. Adieu la littérature, peut-être. Sur le plan professionnel, tu as commencé ta carrière en étant professeure, dis-tu dans ton CV. Ici, on pourrait peut-être dire professeuse, à l'École supérieure d'art appliqué du Perret, une école dont la création, si j'en crois mes sources, assez basiques, puisque c'est Wikipédia. Donc, la création de cette école est intimement liée au mouvement d'émancipation des femmes de la fin du XIXe siècle et notamment au combat mené par Élisa Lemonnier pour créer un enseignement professionnel pour les femmes en France. Je ne voulais pas oublier de mentionner une féministe du XIXe siècle. Je ne sais pas si à la fin du XXe siècle, l'école du Perret était toujours féministe, mais en tout cas, tu étais dans un bon creuset. Malgré tout, en 1997, tu as préféré rejoindre l'université où tu es devenue maîtresse de conférences, puis professeuse en études cinématographiques, en l'occurrence à l'université de Caen, où tu es restée jusqu'en 2010. À cette date, tu as migré du nord-ouest au sud-ouest de la France, puisque tu es devenue professeuse à l'université Bordeaux-Montaigne. Depuis 2016, tu es toujours professeure émérite dans cette même université de Bordeaux. Sur le plan de la recherche, comme je l'ai dit précédemment, tu analyses plus précisément les rapports sociaux de sexe dans le cinéma et la télévision via une approche historique et socio-culturelle des différentes productions. Si je ne me trompe pas, tu me corrigeras si je me trompe, c'est toi et Noel Birch, un universitaire et critique de cinéma américain mais vivant en France, qui avait les... Franco-américain. Il est français depuis 50 ans. Hein. Ah, alors franco-américain. D'accord, je l'effacerai. Franco-américain, qui avait, donc c'est toi et Noel Birch, qui avaient les premiers utilisé ces approches d'études de genre et d'études culturelles dans le domaine des études cinématographiques en France. Et si je ne me trompe pas non plus, ça n'a pas été sans créer certains remous dans le milieu, enfin dans ce milieu universitaire.
Les travaux que vous avez réalisés ensemble ont conduit à la publication de 3 ouvrages et une dizaine d'articles. Parmi les 3 ouvrages, je voudrais insister sur celui que vous avez publié ensemble en 96, qui a depuis été réédité plusieurs fois, je crois, qui s'intitule « La drôle de guerre des sexes du cinéma français 1930-1956 ». Franchement, si vous aimez le cinéma, les films français de cette époque-là, je vous recommande vivement de vous procurer ce livre où vous trouverez une analyse féministe absolument passionnante de chaque film, replacé dans son contexte historique. Franchement, acheter ce livre, c'est une mine. C'est intéressant de regarder les films avec cette approche. Parmi tes autres livres, je voudrais aussi citer La Nouvelle Vague, un cinéma au masculin singulier, paru en 2005 aux éditions du CNRS, où tu décortiques notamment l'image de la femme, pensée et fantasmée par les cinéastes, tous des hommes bien sûr, puisqu'on les connaît, hein, Truffaut et compagnie, de la Nouvelle Vague. Bref, un livre critique et polémique sur le cinéma de la Nouvelle Vague, normalement plutôt intouchable en France, sauf pour crier au génie. Le tien était plutôt critique, je crois. Enfin, puisque j'ai dit que tu travaillais aussi sur la télévision, je ne voudrais pas oublier une autre de tes publications faites avec Noël Birch aussi, parue en 2014, qui s'intitule « Ignoré de tous », 3 petits points, sauf du public. 15 ans de fiction télévisée française entre 1995 et 2010. Mais tu n'as pas fait qu'écrire des livres, donc une dizaine au total entre les tiens et ceux que tu as fait avec Noël Birch. Tu as aussi co-dirigé ou dirigé des ouvrages et des revues, 17 précisément, dont plusieurs résultaient de travaux, dont certains résultaient de travaux que tu avais menés dans le cadre du séminaire qui s'appelait Rapports sociaux de sexe dans le champ culturel, qui avait lieu à l'université Versailles-Saint-Quentin, que tu avais créé et co-dirigé avec Odile Krakowicz, je crois, et Eliane Viennot. Donc, et ça a duré entre 1995 et 2005, c'est ça, et ensuite ça a été repris, je crois, par Brigitte Rollet. Enfin, comme tu es très productif, tu as aussi publié 128 articles ou chapitres d'ouvrages. Avant de te donner la parole, je ne voudrais pas oublier de mentionner que l'institution a reconnu la valeur de tes travaux puisque tu as été nommé membre senior de l'Institut universitaire de France en 2008. Surtout, avant de te donner la parole aussi, je voudrais vous recommander une autre production de Geneviève, c'est-à-dire son site internet qui s'appelle Genre Écran, ou la lettre de Genre Écran, Genre Écran, voilà. Là aussi, c'est une mine, je vous recommande de vous y abonner. Tu as créé ça depuis que tu es émérite, hein, tu me l'as confirmé au repas. Et ça, c'est alors autant il y avait des critiques sur les films anciens dans le livre, autant là c'est un site où il y a des critiques des films qui sortent récemment, qui est fait par un ensemble de personnes. C'est un site collectif. C'est toi qui l'as créé, mais c'est un site collectif. Donc vous y trouverez des critiques féministes, des livres, des films, excusez-moi, récents et de séries aussi, j'ai vu, hein, des séries que l'on trouve sur la télévision. Voilà. Donc je vous recommande aussi de vous abonner à Genre Écran. Voilà, maintenant je vais arrêter de monopoliser la parole et je vais te laisser nous présenter donc ton dernier ouvrage, en fait, puisque Le cinéma des midinettes, c'est ton dernier livre paru cette année, il y a 2 mois, dont le sous-titre du livre ça s'intitule Cinémonde, ses potineuses et ses potineurs entre 1946 et 1967, ce qui donne peut-être une idée plus précise du sujet que tu vas aborder. Voilà, je te laisse la parole. Merci Joëlle. Merci pour cette introduction extrêmement détaillée et chaleureuse. J'en suis presque confuse. Oui, donc aujourd'hui, je vais vous parler. Alors, comme tu disais, j'avais commencé dans la littérature. D'une certaine manière, j'y suis revenue puisque maintenant, ces dernières années, je me suis intéressée à la réception du cinéma et en particulier au courrier des lecteurs de Cinémonde, la revue, le magazine le plus populaire, le plus diffusé en France dans l'après-guerre jusqu'à la fin des années 60. Bon, j'expliquerai pourquoi, hein, qui a à voir avec le genre, la question du genre évidemment. Donc là, je vais raconter un peu la genèse de ce travail.
et puis vous donner une idée de ce qu'il y a dans ce petit bouquin de 250 pages. Hein, vous voyez, c'est modeste. Mais c'est le résultat de nombreuses années de travail. Bon, en même temps que d'autres choses, évidemment, mais j'y ai consacré beaucoup de temps et avec, je dois le dire, beaucoup de plaisir. C'était il y a une quinzaine d'années, alors que je m'interrogeais sur la réception du cinéma de la nouvelle vague auprès du public populaire de l'époque, au tournant des années 60, pour le bouquin, donc Joël a mentionné La nouvelle vague, un cinéma au masculin singulier. J'ai eu la surprise de découvrir la rubrique du courrier des lecteurs de Cinémonde, le magazine de cinéma le plus lu, 250 000 exemplaires hebdomadaires déclarés, revendiqués, le plus populaire du point de vue socioculturel et le plus méprisé par l'élite cultivée. En même temps, quelqu'un comme Serge Danet reconnaissait qu'il avait commencé avec Cinémonde. Tout avait commencé avec sa mère qui l'emmenait au cinéma et dont il lisait les exemplaires de Cinémonde. Tout ça pour dire que, en général, il n'y a pas de gouffre, comme on voudrait nous le faire croire, entre la culture populaire et la culture cultivée. Donc cette rubrique régulière qui occupe 2 à 3 pages de l'hebdomadaire entre avril 46 et juillet 67, sous le titre humoristique de Potinon, hein, dans une vieille tradition où les gens méprisés retournent le stigmate, hein, comme c'était déjà le cas des impressionnistes. Hein. Donc les gens qui écrivent à Cinémonde s'intitulent Potineurs et Potineuses, qui est une façon de dire, écoutez, oui, peut-être que vous nous méprisez, mais nous, on trouve ça très sympa de faire ça. Voilà. Donc, sous ce titre de Potinon, la rubrique est déjà présente à la création du magazine en 1928, c'est-à-dire au moment du passage au parlant. Et la rédaction y répondait aux questions des lecteurs et des lectrices sur les acteurs et les actrices, surtout sur les cinéastes et sur les films. Alors, voilà. Mais c'est progressivement après-guerre. Cinémonde reparaît en 46, après 5 ans d'interdiction par l'occupant allemand, qui lui avait substitué l'hebdomadaire Ciné Mondial, que la rubrique Potinon prend un tour nouveau, avec des commentaires des courriéristes, qui s'appellent eux-mêmes des potineurs et potineuses, sur les acteurs et les actrices, sur les films, en tant que leçon de vie, avec quelquefois une dimension de courrier du cœur. Un dialogue s'instaure peu à peu entre les courriéristes, repérables à leur pseudo, et le responsable de la rubrique, qui leur répond sous le pseudonyme de Jean Toki. Toki comme les talkies, les films parlants. T-A-L-K-Y. Ce pseudo, l'historienne Myriam Juan a découvert récemment qu'il cache une femme, Suzanne Chantal, qui a été journaliste puis directrice de la rédaction de Cinémonde entre 1930 et 1935, et qui signe aussi après-guerre sous un autre pseudonyme, masculin lui aussi, Michel Gérac, nombre d'articles sur les stars, ainsi que la rubrique hebdomadaire de films racontés du même magazine. L'évolution de la rubrique, qui passe du registre de réponses aux questions à des citations suivies de commentaires, des citations donc des courriéristes suivies de commentaires de la rédaction, s'explique par le développement d'une sociabilité cinéphilique favorisée par la multiplication des ciné-clubs après-guerre, y compris dans les établissements scolaires. Pendant les années 50, le cinéma devient le loisir principal de la jeunesse, qui forme presque la moitié du public des salles. Si les courriéristes de Cinémonde sont de toutes les générations, les jeunes y sont majoritaires. Beaucoup mentionnent leur âge pour justifier leur goût. À la découverte du trésor que représente cette rubrique pour documenter la cinéphilie du public ordinaire après-guerre, s'est ajoutée, pour moi qui travaille sur le genre, la divine surprise de constater que la majorité des correspondants, en tout cas jusqu'à la fin des années 50, sont des correspondantes. J'avais enfin accès aux traces d'une cinéphilie féminine
véritable Graal pour l'histoire des femmes et du genre dont je me revendique. En effet, l'écriture cinéphilique des années 50, celle qui a donné lieu à la création de 2 revues qui existent toujours, les Cahiers du cinéma créés en 51 et Positif créés en 52, se conjugue quasi exclusivement au masculin, comme nous l'avons constaté naguère avec Noël Birch dans un article intitulé « Cinéphilie et masculinité » publié en 1998. Ces revues se réclament de la cinéphilie cultivée, n'ont par ailleurs jamais comporté de courrier des lecteurs, cette rubrique étant associée à la presse féminine et souvent stigmatisée sous la qualification infamante de courrier du cœur. En revanche, la plupart des magazines populaires de cinéma créés ou reparus à la Libération ont proposé une rubrique de ce type. Celle de films complets, hebdomadaire de films racontés, qui existe entre 1922 et 1958, s'intitule « Côté cœur, côté jardin ». Donc le côté courrier des cœurs est revendiqué. Celle de l'écran français, qui est né d'un hebdomadaire résistant, issu des lettres françaises et qui existe entre 45 et 52, s'intitule « Prête-moi ta plume ». Celle de Ciné Miroir, qui existe entre 1922 et 1953, s'intitule « Jean Caméra vous répond ». Chacune a sa spécificité selon le caractère plus ou moins populaire du périodique. La rubrique Potinon de Cinémonde est celle qui a la plus grande longévité après-guerre. C'est aussi celle qui réussit à combiner la subjectivité des courriéristes avec l'expression d'une cinéphilie partagée. Bien entendu, ces traces cinéphiliques sont médiatisées par la sélection qu'en fait le responsable, la responsable, mais étant donné qu'elle est perçue comme un homme, je garderai le masculin, Jean Tocquy. Mais si, dans les années de l'immédiate après-guerre, il faut se contenter le plus souvent de citations indirectes des propos de tel ou tel courriériste, au fur et à mesure que se développe une véritable expertise de ces cinéphilies ordinaires, le responsable cite entre guillemets les passages qu'il juge les plus intéressants des lettres reçues. Donc voilà au début des années 60, l'allure de la rubrique, donc avec des sous-rubriques qui indiquent que la rubrique s'est développée, est devenue beaucoup plus élaborée dans sa présentation. Ainsi se construit une sorte de communauté virtuelle avec un noyau dur formé par les quelques dizaines de courriéristes qui dialoguent entre elles et eux et avec le responsable sur un mode le plus souvent chaleureux et empathique. De plus, le genre du ou de la courriériste est précisé entre parenthèses par un F ou un M quand le pseudonyme n'est pas suffisamment explicite. Cette identification genrée des courriéristes, qui est une demande explicite du responsable, m'a permis d'identifier les interventions des filles et des garçons, des hommes et des femmes, leurs goûts respectifs et leur positionnement genré. C'est l'objet principal de ce livre. Explorer la façon dont se construit cette cinéphilie ordinaire, plutôt que populaire, car beaucoup de courriéristes appartiennent aux classes moyennes scolarisées, et observer selon quels critères s'opère la différenciation des goûts, qu'il s'agisse des interprètes ou des films. En effet, de véritables débats, qui peuvent aller jusqu'à la polémique, se développent autour des préférences pour telle ou telle star. Plus tard dans la décennie, ce sont des films qui vont faire débat, ainsi que les genres cinématographiques et les cinématographies nationales, principalement françaises et américaines, donnant naissance à des camps qui s'opposent souvent avec virulence. J'ai donc entrepris de dépouiller 20 ans de courrier des lecteurs de Cinémonde avec l'apport scientifique du programme ANR que j'ai dirigé avec Raphaël Moine entre 2012 et 2015. Intitulé Cinépop 50, cinéphilie
et cinéma au pluriel et cinéphilie au pluriel populaire dans la France d'après-guerre 1945-1958, c'est-à-dire avant la Nouvelle Vague. Avec la quinzaine de chercheuses et de chercheurs qui s'intéressent en France au public populaire du cinéma, nous avons construit un projet collectif pour explorer les films populaires et leur réception pendant la période de l'après-guerre, lorsque la fréquentation est à son apogée. Dans ce cadre, ont été dépouillés et indexés Cinémonde et films complets dans une base de données qui est accessible en ligne, qui s'appelle Cinépop 50. Ces magazines qui, contrairement aux États-Unis ou à la Grande-Bretagne, n'avaient jamais été indexés en France, parce qu'ils sont populaires, justement. Cette indexation de tous les titres d'articles nous a permis de mesurer la popularité des stars, des genres et des films, dont beaucoup n'avaient jamais été considérés, ni même mentionnés, dans les travaux universitaires français. Dans ce cadre aussi a été commencé le dépouillement du courrier des lecteurs, que j'ai poursuivi solitairement après 2015 sur la période 46-67. L'autre source qui a été utilisée pour documenter la fréquentation des films après-guerre est le chiffre des entrées collecté par le CNC, le Centre national du cinéma, depuis sa création en 1945. Depuis cette date, chaque salle de cinéma en France est tenue de fournir les chiffres hebdomadaires des entrées pour chaque film. Il est donc possible de savoir combien d'entrées a fait un film français ou étranger depuis sa sortie en salle en France. Ces données quantitatives indiquent que le public français de l'après-guerre a une nette préférence pour les films français, même s'il aime aussi les films étrangers, principalement ceux d'Hollywood et d'Italie. Par exemple, les 20 premiers films au box-office en 1948, que vous avez sous les yeux là, comprennent 14 films français et seulement 5 films hollywoodiens. Cette préférence est restée peu ou prou la même jusqu'à la fin des années 70, en particulier grâce aux coproductions avec l'Italie. Je voudrais maintenant présenter 3 exemples des études de cas qui rendent compte des usages ordinaires du cinéma dans les années d'après-guerre en France, à travers le courrier des lecteurs de Cinémonde. Tout d'abord, je présenterai la rubrique intitulée « Luis Mariano vous répond », qui, de 1947 à 1956, est exclusivement consacrée aux fans féminines du chanteur-acteur. Puis, je suivrai tout au long de la décennie 1950 les interventions d'une correspondante régulière, dont le pseudonyme est Emo Zekamé, le titre d'un poème de José Maria de Heredia, que beaucoup d'entre vous, si ils ont fait leurs études il y a un certain temps, sans doute ont rencontré. C'est sans doute moins vrai pour les générations plus jeunes. Enfin, j'analyserai les réactions au film d'Alain Resnais, Hiroshima, mon amour, qui a remporté le référendum organisé en 1959 par Cinémonde pour les victoires du cinéma, ancêtre des Césars. Dans l'immédiate après-guerre, 3 chanteurs-acteurs figurent au sommet du box-office en France. Tino Rossi, Luis Mariano et Georges Guettari, qui partagent un exotisme méditerranéen. Tino Rossi est corse, Georges Guettari est égyptien et Luis Mariano espagnol, et incarnent ce que le chercheur palestino-américain Edouard Saïd a défini comme l'orientalisme, c'est-à-dire une altérité dominée construite par l'Occident. Ces chanteurs déclinent le type du Latin lover, une figure d'homme féminisé voué à l'amour. Luis Mariano, qui arrive en France dans les années 40, déclencha dès le début l'enthousiasme du public féminin. Dès 1946, reprenant la formule du film musical déjà expérimenté avec succès par Tino Rossi avant-guerre, Luis Mariano joue dans des films véhicules ou des opérettes adaptées au cinéma après avoir triomphé sur scène. Il joue dans une vingtaine de films entre 1946 et 1958. La popularité particulière de Luis Mariano tient au fait qu'il signe une rubrique hebdomadaire dans Cinémonde à partir de 1947 intitulée « Luis Mariano vous répond ». Vous en avez un exemple là à droite. Qui paraîtra sans interruption jusqu'en 1956, donc presque 10 ans.
Dans cette rubrique, le chanteur répond aux sollicitations de ses fans, les marianistes. Le chanteur lui-même utilisait le terme de manière systématique. Ce culte exclusif des admiratrices était construit sur un lien personnel imaginaire avec la star, dont elle pensait connaître tous les faits et gestes, les qualités et les défauts, les affections et les goûts. Les autrices de ces lettres apparaissaient sous des pseudonymes et exprimaient souvent plus leurs sentiments que des commentaires sur ses performances. La star est construite comme une figure de grand frère qui donne des conseils de toutes sortes, professionnels, sentimentaux, familiaux. L'histoire d'amour entre Luis Mariano et ses fans féminines a duré près de 10 ans. On peut l'expliquer à la fois par son engagement personnel envers ses fans. Il paie lui-même 1 ou 2 secrétaires à son domicile pour répondre à son courrier. Et par l'image qu'il propose, celle d'une masculinité séduisante mais non menaçante. Luis Mariano associait un comportement de fils obéissant. Il a toujours vécu avec sa mère et à la mort de celle-ci, il a vécu avec sa sœur, laquelle ne s'est mariée qu'après la mort du chanteur. Enfin, pour des raisons que j'éclaircirai ensuite. Luis Mariano associait un comportement de fils obéissant à un physique dont l'exotisme exhalait un puissant érotisme. Il jouait le rôle de l'homme idéal pour les très jeunes filles qui ne pouvaient ou ne voulaient pas fréquenter l'autre sexe. Il essayait de canaliser leur libido dans un sens socialement utile, s'occuper des autres. Alors il parrainait des instituts de paralysés, de poliomyélitiques, enfin bon, où il envoyait ses fans pour se rendre utile. Ces chansons permettaient de sublimer l'excitation sexuelle dans une société encore très répressive et peu mixte. Il affichait constamment un large sourire, attribut traditionnel des femmes. Vous en avez un bon exemple là. Hein. Et sa voix de ténor le rapprochait également des voix féminines. D'autant qu'il exploitait régulièrement sa capacité à chanter dans les aigus. Le culte sans précédent en France pour une vedette masculine, développé autour de Mariano, prend un sens particulier en ces années d'après-guerre. En effet, la libération est marquée, comme nous l'avons montré avec Noël Berge dans La drôle de guerre des sexes du cinéma français, par un climat violemment conflictuel dans les relations entre hommes et femmes. L'humiliation provoquée par la défaite et l'occupation n'est que superficiellement effacée par la libération. Dans les villes et les villages, les femmes tondues en public sont les boucs émissaires des hommes, résistants ou non, qui se vengent des humiliations subies pendant 4 ans d'occupation allemande. Le droit de vote accordé aux femmes en 1944 cache une volonté masculine collective de règlement de compte qui s'exprime sans détour dans les films. Les femmes autonomes sont montrées comme des garces diaboliques qui cherchent à détruire les hommes. Dans la difficile réalité du retour des prisonniers, des exilés et des déportés, les femmes ont dû faire face, seules, à l'occupant allemand, sont contraintes de retrouver leur position dominée d'avant-guerre et sommées de faire des enfants. Dans ce contexte, les figures masculines qui font l'objet d'un culte auprès du jeune public féminin de Cinémonde, majoritaire à Cinémonde, sont aux antipodes de la virilité brutale de la guerre et du climat de représailles de l'après-guerre. Les figures d'hommes doux se multiplient dans les films. À côté des 3 chanteurs, les jeunes premiers s'appellent Jean Marais, Gérard Philippe, Jean de Sailly, François Perrier. Certains d'entre eux atteignent les sommets du box-office, mais Luis Mariano est le seul à conserver une telle popularité auprès du public féminin populaire grâce à sa gaieté, sa gentillesse et son attachement aux valeurs tant populaires que traditionnelles, alors que son homosexualité fait l'objet d'un blackout total. Contrairement à Jean Marais, l'autre chéri des midinettes, le terme chéri des midinettes est employé par Mariano pour se désigner lui-même. Jean Marais, l'autre chéri des midinettes, qui n'a joué l'éternel célibataire que pour Cinémonde, alors que son homosexualité était connue depuis longtemps dans les milieux parisiens, en particulier le théâtre. Mais contrairement à Jean Marais, Luis Mariano a soigneusement entretenu jusqu'à la fin de sa vie, en 1970, la fiction d'une vie familiale exemplaire. Mais c'est aussi son adhésion aux formes les plus populaires de la culture, l'opérette, le cirque. Il a accompagné pendant plusieurs saisons le cirque Pinder, par exemple,
qui explique son succès auprès du public féminin populaire, contrairement par exemple à Gérard Philipe, dont les origines bourgeoises et les engagements politiques et culturels à gauche se sont accompagnés d'un refus constant de nourrir le culte de ses femmes, de ses fans. Il est une des rares stars de l'époque à avoir refusé qu'on crée un club à son effigie. Venons-en maintenant à ce qui fait le cœur de mon étude, la rubrique Potinon. Grâce à l'adoption des pseudonymes, on peut observer la présence régulière de certaines courriéristes tout au long de la décennie, ou tout au moins pendant plusieurs années. Cela permet d'analyser le parcours de quelques-unes des correspondantes les plus assidues et comprendre de quoi est fait leur amour du cinéma, ce qui les motive à écrire et l'évolution de leur goût au fur et à mesure de leur engagement cinéphilique. Par ailleurs, la rubrique permet d'observer le rôle du partage des émotions dans la formation de cette expertise. En effet, la rubrique est autant le lieu d'expression des émotions individuelles de chacune, des courriéristes, chacun et chacune, que celui de la réaction aux émotions des autres. Le responsable, donc sous le pseudonyme de Jean Toqui, sélectionne les commentaires qui lui semblent les plus intéressants en les commentant éventuellement et organise des échanges entre courriéristes. Au départ, une grande majorité des correspondantes appartient à la catégorie des midinettes. Terme dépréciatif appliqué aux jeunes employés du secteur tertiaire qui souvent cessent le travail salarié après leur mariage. Mais donc sont beaucoup allés au cinéma en groupe féminin pendant cette période où elles avaient un salaire et pas de charge familiale. Elles développent un intérêt de fan pour les stars, confondant dans leur admiration les personnages à l'écran et les acteurs et actrices qui les incarnent, comme les articles du magazine les y incitent. À travers leur intérêt pour les vedettes, elles développent une forme de compétence spectatorielle où s'articulent des jugements éthiques et artistiques et où les fictions cinématographiques sont reçues comme des leçons de vie. Environ les 2/3 des lettres citées sont écrites par des femmes, le plus souvent jeunes. Celle qui est présente le plus longtemps et le plus fréquemment dans la décennie 50 signe sous le pseudonyme, donc, des mots de Camé. La référence à Théophile Gautier, j'ai dit José Maria de Ridia, excuse-moi, Théophile Gautier, renvoie sans doute moins à la théorie de l'art pour l'art, dont il était, vous savez, l'auteur, qu'à une culture scolaire qui est ici une caution de sérieux. Sa première intervention date du 2 octobre 51 et la dernière de la décennie est mentionnée dans le numéro du 3 novembre 59, mais elle intervient encore régulièrement pendant les années 60. Emos et Camé est mentionné 3 fois en 51, 19 fois en 52, 8 fois en 53, 3 fois en 54, 5 fois en 55, 1 fois en 56, 1 fois en 57, 8 fois en 58, 9 fois en 59. Ces irrégularités sont sans doute à mettre en rapport avec des maternités rapprochées. En effet, en février 52, elle se présente comme une très jeune maman. En février 55, donc 4 ans plus tard, elle indique qu'elle est mère de 4 enfants. C'est une mère au foyer qui habite dans la proche banlieue de Paris, à Montrouge. Son profil correspond à cette période de forte natalité de l'après-guerre, encouragée par l'allocation de salaire unique. Je pense que enfin, au cas où certains d'entre vous ne se souviendraient pas de cette politique sociale, il s'agissait de donner au chef de famille, l'équivalent d'un salaire supplémentaire d'ouvrier au 3e enfant, si et seulement si il y avait une naissance tous les 2 ans et si la femme ne travaillait pas. L'allocation était supprimée si la femme travaillait. Donc, bon, c'est clair. Donc, cette Emos Camé est visiblement dans cette catégorie. On ne trouve son profil, oui, donc, mais elle a suffisamment de moyens et de loisirs pour aller souvent au cinéma, seule ou plus tard avec ses enfants. On ne trouve en revanche aucune allusion à un mari. Sa cinéphilie semble plutôt constituer un espace d'autonomie. Pour elle, je cite, « Le cinéma est un refuge
où l'on peut se recueillir mieux qu'au théâtre. Lors de sa première intervention en 1951, elle se présente comme une admiratrice de Daniel Gélin, ce qu'elle restera pendant toutes les décennies, commentant chacune des performances filmiques et théâtrales, de même que les faits et gestes de l'acteur à la ville. Daniel Gélin, proche des existentialistes, a créé au théâtre les pièces de Sartre. Au cinéma, il joue notamment dans les films de Becker, Rendez-vous de juillet en 48, Édouard et Caroline en 50, Rue de l'Estrapade en 52, et dans les films d'Ophuls, La Ronde en 50, Le Plaisir en 51. Il incarne une masculinité tourmentée, souvent construite comme un contre-modèle, en particulier par Cinémonde. L'admiration d'Emos et Camé pour Gélin s'exprime d'abord par des demandes de renseignements sur tous les aspects de sa personne et de ses activités, et elle commande ainsi son activité de fan. C'est passionnant, la recherche patiente de la vraie personnalité d'un acteur. Elle défend l'acteur avec des arguments qui le distinguent des jeunes premiers. Je cite: « Un physique ingrat est un handicap qu'il faut infiniment de talent et de personnalité pour vaincre. Mais il suffit d'examiner les portraits des héros des grandes passions historiques pour s'apercevoir qu'ils n'étaient ni des Vénus ni des Apollons. Don Juan lui-même n'était pas beau. On conçoit qu'une femme préfère l'intelligence à la beauté. Gélin n'est pas un jeune premier, mais un acteur. Vive la personnalité et l'intelligence. » Cette défense du culte d'un acteur masculin de la part d'une femme hétérosexuelle fait écho à ce que Janice Redway, la chercheuse américaine, a identifié en 1984 chez les lectrices des romans sentimentaux comme une déclaration d'indépendance, un moyen de résister à leur assignation à l'espace du foyer. Comme la lecture des romans, le cinéma leur permet d'accéder à des mondes différents et de lutter contre l'isolement. La vie de Daniel Gélin, ou tout au moins ce qu'on peut en savoir par la presse, devient aussi pour elle une fiction édifiante qu'elle commente au même titre que ses films. En 1954, je cite, Emos et Camé déplorent le divorce des Daniel Gélin était marié avec Daniel Delorme. Estime que Daniel, aurait pu s'effacer davantage, se contenter d'être épouse et mère, et surtout ne pas imposer à son jeune mari la ribambelle familiale. De quoi chasser de la maison un époux moins séduisant et plus patient que Daniel. À travers ses commentaires, le modèle de couple qu'elle valorise est assez traditionnel, pour ne pas dire patriarcal. Quand elle est mariée, une femme doit s'effacer, se contenter d'être épouse et mère, et qui plus est, ne pas imposer à son époux son cercle familial. Quand ces conditions ne sont pas réunies, le divorce est légitime, en tout cas pour l'homme, ce qui suggère que Emos et Camé n'est pas soumise à la morale catholique, bien qu'elle ne valorise pas les récits d'émancipation féminine. Mais elle n'a pas toujours pris parti pour des valeurs patriarcales. Au début de la décennie, elle s'identifiait davantage à des comportements féminins rebelles. Je la cite. Enfin, je la cite, c'est du style indirect. Elle est citée par donc la rédaction. Elle a réfléchi à La Minute de vérité, donc un film de Decoing, 1952, l'histoire d'une infidélité conjugale avec Gabin, Morgan et Gélin, et doit avouer qu'elle aurait agi comme Madeleine, s'en remettant au destin du soin de dénouer une situation inextricable. Il lui aurait fallu un cœur bien sec pour tenir devant la fougueuse sensibilité de son jeune amant les résolutions pourtant sages qu'elle avait prises à froid, loin de lui. Fermez les guillemets. On peut également faire l'hypothèse que les leçons de vie apparemment contradictoires qu'elle tire de son identification aux personnages et aux histoires que racontent les films lui permettent d'expérimenter sur un mode fantasmatique des situations impossibles à réaliser dans sa vie. Selon Yang Hang, une sociologue américaine, analysant le plaisir que prennent les spectatrices au soap opéra Dallas en 1985, la fiction, comme le fantasme, offre un espace privé et sans contrainte où des positions socialement impossibles ou inacceptables
trop risquées ou trop dangereuses dans la vie réelle, peuvent être adoptées. Ces identifications permettent aux femmes d'être indulgentes avec elles-mêmes, de se laisser aller dans un moment d'abandon à la force des circonstances. Emo Zekame fait clairement plusieurs usages des films. Il y a ceux qu'elle regarde en tant que femme et ceux qu'elle regarde en tant que mère. À partir du milieu de la décennie, son ralliement plus fréquent à des valeurs conservatrices semble lié à ses responsabilités accrues de mère de famille. Par exemple, à propos du film de André Cayatte, Avant le déluge, qui date de 1953. Je cite. Emo Zekame se range du côté de Cayatte pour blâmer les parents et leur attribuer la responsabilité entière de la paresse ou de la muflerie ou de l'absence de sens moral de leurs enfants. Ceux-ci sont trop abandonnés à eux-mêmes, trop gâtés, reçoivent trop d'argent de poche. Elles souhaitent qu'on revienne à des méthodes d'autrefois, plus fermes, et à un système éducatif plus rigoureux. Il faut que les parents soient dignes de leurs enfants. Fermez les guillemets. À la fin de la décennie, la rubrique devient pour elle un lieu d'ouverture aux autres et singulièrement à la génération qui la suit et dont elle apprécie l'expertise. Je la cite. Emo Zekame trouve Potinon plus intéressant que jamais grâce à l'afflux de nouveaux potineurs. Leurs opinions, souvent divergentes, sont plus intéressantes que les énumérations de titres de films ou les litanies aux chouchous de chacun, au détriment des autres. Fermez les guillemets. Donc ça, c'est une citation qui date de 1958. La rubrique elle-même, et non plus seulement les films, est ressentie comme un espace de partage, une ouverture sur le monde et sur la génération suivante. Cet exemple est intéressant car il contredit le stéréotype de la midinette. Emo Zekame est une femme issue d'une classe moyenne éduquée qui défend, y compris contre la rédaction du magazine, un acteur connu pour son ambition intellectuelle et critiqué pour son style de vie. Contrairement à la romance et à ses lectrices étudiées par Janice Redway, les films consommés par ces lectrices de Cinémonde appartiennent à des catégories culturelles diverses. Des films hollywoodiens grand public, des films de qualité française, ce qu'on appelait la qualité française, ou des films considérés aujourd'hui comme des classiques. Dans les années 50, il n'y avait aucune discrimination entre ces catégories dans les magazines. L'invention du cinéma d'arrêt-essai, des cinémas d'arrêt-essai, date de la fin des années 50 et va se généraliser avec la nouvelle vague dans les années 60. Le courrier des lecteurs de Cinémonde, dont le but premier est de se constituer un lectorat régulier et prescripteur, peut aussi être considéré comme un forum d'émancipation pour des individus socialement dominés, comme les femmes au foyer et les jeunes employés de bureau. L'interaction entre ces lectrices, telle qu'elle est organisée par la responsable, est très présente à la fin des années 50. Les lectrices s'adressent mutuellement leurs remarques, plus encore qu'au magazine. Ils forment une communauté et font constamment référence au plaisir qu'ils prennent à lire la rubrique et à écrire pour elle. Le responsable joue un rôle de modération qui élimine les insultes et insiste sur la correction du style et du langage, mais surtout a un rôle de médiation qui encourage les échanges, les stimule, voire les provoque. Tout au long des années 50, on constate une érudition et une acuité d'analyse croissante de la part de nombreuses correspondantes. Aussi érudite soit-elle, elle n'exprime aucun mépris pour le registre typique de Cinémonde, un registre que nous appellerions aujourd'hui people, et qui s'intéresse autant à la vie professionnelle qu'à la vie privée des acteurs et des actrices. La plupart de ces potineuses ne voyaient aucune contradiction entre leur posture de fan et leur expertise cinéphilique. Cette expertise se manifeste par exemple à la faveur du premier long-métrage d'Alain Resnais, Hiroshima mon amour, écrit par Marguerite Duras, qui sort en juin 1959. 3 articles importants couvrent la sortie du film dans Cinémonde en juin 59, après avoir fait scandale au Festival de Cannes. Donc là, je vous ai mis un article sur une double page sur Emmanuel Riva, intitulée « L'amoureuse hors ». Or, je ne sais pas quoi, d'Alain Resnais, j'ai mal découpé mes trucs, c'est très artisanal, souvent. Par une certaine Jacqueline Cartier,
hein, donc c'est écrit par une femme. Et en bas, vous avez un autre article de Gilbert Guest, qui est un journaliste régulier de Ciné-Monde, Un regard et une voix qui continue de vous habiter. Donc, c'est à travers la performance de l'actrice que le film est d'abord salué dans Ciné-Monde, mais ensuite, il y a une critique non signée qui est inhabituellement longue, parce qu'en fait, les critiques ont assez peu de place dans Ciné-Monde. Hein. C'est surtout des reportages, des entretiens, des potins, etc. Et intitulé « Avant-garde pas morte ». Mais qui est un article très, très élogieux. Hein. Et enfin, un nouvel article de commentaires sur le film intitulé « Hiroshima, mon amour, l'explosion d'un amour impossible hein, », donc qui est orienté sur le propos du film, non pas Hiroshima, mais l'histoire d'amour, et qui donc souligne l'importance que le magazine a accordé au film. Donc ça, c'est entre juin, mai, le Festival de Cannes, mai, juin, juillet. Et en septembre 59, donc le film sort en juin, en septembre 59, il donne lieu à de nombreux courriers, le plus souvent enthousiastes, de la part des habitués de la rubrique. Ce bon accueil sera bientôt confirmé par le référendum annuel auprès des lecteurs du magazine pour l'attribution des victoires du cinéma, donc l'équivalent des Césars d'aujourd'hui, les ancêtres des Césars. Hiroshima reçoit la victoire du meilleur film français de 1959. Ce qui aujourd'hui peut nous paraître assez étonnant de la part d'un référendum du public populaire. Hein. Et donc, quand on lit le courrier des lecteurs, on comprend un peu pourquoi ce film a suscité l'enthousiasme de ce public populaire féminin. Donc, il y a une rubrique entière de Potinon. C'est rare qu'il y ait une image du film. En général, c'est des images d'acteurs ou de pin-up qui illustrent la rubrique Potinon. Là, exceptionnellement, c'est une image d'Hiroshima, mon amour. Et parmi les courriéristes, une certaine Suzy Mortier, donc qui apparemment, elle, signe de son vrai nom et pas d'un pseudonyme, Suzy Mortier a trouvé Hiroshima extraordinaire, mais se sentirait incapable de le voir une seconde fois, car il est inoubliable et presque insoutenable. C'est un électrochoc. Ce visage halluciné d'Emmanuel Riva, cette voix qui vous reste dans le cœur, on ne peut pas pleurer, les mains moites, la gorge nouée, le cœur battant, on participe au film, qui ensuite fait de vous son chemin, fait en vous son dur chemin rocailleux, où tout se mêle, horreur, amour, faculté incroyable de renouvellement du cœur humain, haine, espoir, bonheur, image très belle soulignée par les courtes phrases percutantes de Marguerite Duras. Emmanuelle Riva, l'actrice intellectuelle par excellence, fait des débuts éblouissants. Mais elle vient du théâtre, ce qui explique bien des choses. Fermez les guillemets. On trouve d'autres commentaires féminins du même genre qui témoignent du choc émotionnel ressenti à la vision du film et du sentiment d'avoir affaire à une œuvre exceptionnelle qui allait marquer son époque. L'expérience spectatorielle ordinaire se présente ici comme la combinaison de plusieurs registres face aux expériences culturelles. La sensation, le sentiment, l'érudition, l'analyse. Ces registres qui associent la force des émotions et la profondeur de la méditation provoquée par le film ne se retrouvent pas dans les interventions des spectateurs masculins, qui, tout en témoignant le plus souvent de la même admiration pour l'œuvre, ne mentionnent jamais leurs émotions. Certains commentaires masculins, plus rares, témoignent d'un goût prononcé pour la polémique, soit pour se moquer de ceux qui n'ont pas compris le film, soit au contraire pour se plaindre d'avoir été bernés par les défenseurs d'un film ennuyeux et prétentieux. Cette agressivité était presque toujours absente des commentaires féminins. À travers ces études de cas et d'autres qui sont traitées dans le livre, comme la réception de Jean Marais, de Michel Morgan
et 2 stars les plus commentées dans les années 50, l'étude de 2 autres potineuses et de 3 potineurs, le panorama des goûts des courriéristes en 1956, la réception de la nouvelle vague et pour finir l'évolution de la rubrique dans les années 60, Potino apparaît comme une sorte de forum dédié à la formation du goût cinéphilique, dont les participants et participantes sont invités à faire preuve de qualité d'analyse et de style propre à les sortir du lot du public ordinaire pour leur donner un rôle prescripteur. À la différence du fonctionnement des forums tels qu'on les connaît aujourd'hui sur Internet, la rubrique est moins le lieu d'expression des opinions de chacun et chacune que le lieu d'élection par le responsable des commentaires les plus brillants, les plus convaincants, les plus aptes à donner de la valeur au film et aux interprètes qui y jouent. Ces échanges se font en général dans un climat d'émulation cordiale et même quelquefois d'admiration réciproque entre courriéristes. Mais on peut aussi constater une différence de ton entre les courriéristes en fonction de leur genre. Les expressions polémiques sont beaucoup plus fréquentes chez les hommes que chez les femmes et se manifestent vis-à-vis des courriéristes des 2 sexes, cette agressivité. Les goûts et les attitudes stigmatisées reposant souvent sur des oppositions de genre et ou de classe. Mais au-delà de ces spécificités, liées à un phénomène unique dans la presse de l'époque, la surreprésentation des femmes par rapport au public ordinaire du cinéma, cette rubrique met en lumière l'expertise du public ordinaire qui, à partir de son admiration pour les stars et de sa fréquentation assidue des salles obscures, devient capable d'évaluer la qualité des films vus dans des termes en partie comparables à ceux qu'utilise la critique professionnelle. Toutefois, ce qui les en distingue, c'est d'une part, en particulier chez les correspondantes, la prise en compte et l'analyse des émotions suscitées par le film, et d'autre part, leur articulation avec un jugement de valeur souvent tranché. C'est à partir du plaisir ou du déplaisir éprouvé pendant la séance que les courriéristes évaluent les qualités ou les défauts du film. On trouve dans ces commentaires un engagement personnel et une liberté de ton absents chez les critiques professionnels qui cherchent au contraire à légitimer leur jugement en lui donnant une apparence objective. Et le souci de partager et de convaincre, en particulier chez les correspondantes, amène ces spectatrices à analyser l'origine de leurs émotions dans les qualités intrinsèques du film. Ce faisant, elles légitiment la pertinence des critères qui relèvent de ce que Pierre Bourdieu a appelé le goût moyen dans La Distinction, publié en 1979, et que Laurent Juillet, un sociologue du cinéma, a repris dans son ouvrage « Qu'est-ce qu'un bon film ?», paru en 2002, comme mesure de la qualité, c'est-à-dire le goût moyen. Le goût moyen, comme mesure de la qualité, passe par l'émotion et l'édification, le film comme leçon de vie, bien plus que par la cohérence et l'originalité, les critères du goût distingué, selon les mêmes auteurs, distingués au sens de Bourdieu, bien sûr. C'est aussi ce qui donne du prix à ces témoignages, car ils nous permettent de mesurer directement l'effet produit par les films au moment de leur sortie et de comprendre la nature de l'événement qu'a représenté tel ou tel film pour le public de l'époque. Cette exploration de la rubrique de courrier des lecteurs d'un magazine populaire de cinéma dans les années d'après-guerre confirme qu'il s'agit d'une source exceptionnelle malgré son caractère lacunaire pour documenter la cinéphilie du public ordinaire. Nous pouvons désormais répondre à la question rituelle qu'on nous pose à propos du courrier des lecteurs d'un magazine populaire. Non, cette source n'est pas une fabrication de la rédaction pour faire mousser le périodique. S'il s'agit sans aucun doute d'un instrument de fidélisation du lectorat, comme dans la plupart des journaux, c'est à travers des échanges réguliers avec des personnes réelles que l'on peut voir évoluer avec le passage des années et dont les goûts sont complexes et donnent lieu à des interactions et même à des controverses, y compris avec la rédaction, souvent critiquée pour sa complaisance vis-à-vis du milieu du cinéma. Critiquée donc par les courriéristes. Le fait que les lettres ne soient pas citées in extenso et même souvent
résumé, n'empêche pas qu'on puisse prendre au sérieux, comme le fait justement le responsable, ces traces d'une cinéphilie ordinaire qui n'en est pas moins personnelle, informée et passionnée. À travers ces commentaires se dessinent des normes sociales et genrées, revendiquées par les uns et contestées par les autres, si bien qu'on peut y voir à l'œuvre, surtout pour les filles, un apprentissage virtuel des relations entre hommes et femmes via les mécanismes d'identification et de projection. Concernant les interprètes favoris des courriéristes, il s'agit souvent de l'expression fantasmatique d'un désir hétérosexuel. Bon, Luis Mariano étant l'exemple parfait, mais pas toujours. Comme dans le cas de l'attachement de nombreuses correspondantes à Edwige Feuillère, donc qui est née en 1907, donc en 50, elle a une quarantaine bien, hein. Bon, à une époque où quand même les actrices de 40 ans sont considérées comme à mettre au rencard. Hein. Maintenant, c'est 50 ans. On a gagné 10 ans. Enfin bon, que 10 ans. Alors que les hommes peuvent continuer à jouer sans problème jusqu'à 80 ans, même s'ils sont accusés de harcèlement. Aucun problème. Je ferme ma parenthèse. Donc, l'attachement de nombreuses correspondantes à Edwige Feuillère, qui n'apparaîtra jamais en couple après son divorce en 1936, c'est-à-dire il ne sera jamais mentionné de relation avec un homme après son divorce en 1936 avec Pierre Feuillère, dont elle garde le nom. Son personnage d'une directrice de pensionnat formant un couple avec une autre femme, Simone Simon, dans Olivia, de Jacqueline Audry, en 1950, contribue à en faire une icône lesbienne avant la lettre. Et donc, elle est extrêmement présente dans le courrier des lecteurs de cinéma. Brigitte Bardot, dont le succès médiatique émerge dès 1952, va évincer à la fois Martine Carole, la star glamour du tournant des années 50, et Michel Morgan, la star distinguée, en imposant son naturel de bombe sexuelle, naturel entre guillemets évidemment, en phase avec la jeunesse populaire. En 1956, l'année du triomphe des grandes manœuvres de René Clair, où elle a un second rôle, et alors que Et Dieu créa la femme, où elle a un premier rôle, ne sort qu'en novembre 1956, Brigitte Bardot est déjà citée 74 fois dans le courrier des lecteurs, alors que Michel Morgan n'est citée que 67 fois, elle qui est la star des grandes manœuvres. Hein. Et puis, en plus, une star depuis fort longtemps. Dans la seconde partie de la décennie, Brigitte Bardot devient, par la médiatisation de ses moindres faits et gestes, une figure d'identification à partir de laquelle les jeunes spectatrices peuvent rêver de leur vie future, loin des contraintes sociales, morales et économiques qui pèsent encore sur la majorité d'entre elles, tout en manifestant de l'empathie pour les personnages tragiques que Bébé incarne dans quelques-uns de ses films, en particulier dans La vérité de Clouzot, qui sort en 1960, où elle est donc accusée du meurtre de son amant, on suit son procès et elle finit par se suicider. Et c'est un film qui a beaucoup marqué les spectateurs et surtout les spectatrices, qui voient la révélation d'un talent dramatique qui jusqu'à maintenant n'avait pas été exploité à sa juste mesure. Autrement dit, ce qui fait la popularité de Bardot, c'est le modèle d'émancipation qu'elle propose, à la fois sexuelle, mais aussi professionnelle et économique. Hein, puisque c'est une des rares stars qui va prendre en main son entreprise et décider quand est-ce qu'elle arrête de faire du cinéma parce qu'elle n'a plus du tout envie et faire autre chose. Hein. Et donc,
elle est perçue comme un modèle d'émancipation. Hein, plus dans les faits et gestes qui sont rapportés de sa vie que dans les films où très souvent elle est punie. Hein. Soit qu'on la tue, soit qu'elle se tue, soit que, d'une manière ou d'une autre, le mépris dans le premier prix, elle meurt dans un accident de voiture, voilà, etc. Oui, tous ces films sont faits par des hommes, évidemment. Quant aux figures masculines, auxquelles les correspondantes accordent leur suffrage, elles ont en commun des traits culturellement féminins qu'exhibent en particulier donc les chanteurs de charme, j'en ai déjà parlé, et même si pour certains de ces acteurs, en particulier Luis Mariano, le secret est bien gardé, ce n'est pas un hasard si les acteurs les plus populaires auprès des lectrices de Cinémonde sont homosexuels, qu'il s'agisse de Jean Marais ou de Jean-Claude Pascal, et pas seulement de Luis Mariano. Ces hommes ont en commun d'incarner une masculinité non menaçante. Dans une période de l'après-guerre où les relations entre hommes et femmes sont particulièrement difficiles et conflictuelles, comme je l'ai dit précédemment, en particulier concernant le million d'hommes de retour des camps de prisonniers allemands, souvent déjà mariés et pères de famille avant la guerre. Hein, vous savez que l'immédiat après-guerre est un moment où il y a beaucoup de divorces. Le fait que les jeunes filles qui ont grandi pendant la guerre jettent leur dévolu sur des figures d'hommes doux ou associés à des qualités traditionnellement féminines suggère leur refus des valeurs viriles et patriarcales qui ont fait les beaux jours de l'immédiate après-guerre, en particulier dans les films sur la résistance, et qui continuent à avoir du succès auprès du public familial avec des acteurs comme Pierre Freinet, Fernandel ou Jean Gabin, hein, qui sont les triomphateurs du box-office, mais quasiment absents dans le courrier des lecteurs de Cinémonde. Donc là, il y a vraiment un écart maximum entre les goûts du public en général et les goûts de cette jeunesse féminine qui écrit à Cinémonde. Donc les acteurs favoris des correspondantes de Potinon constituent une sorte de niche qui permet à celle-ci d'échapper provisoirement aux injonctions de cette après-guerre répressive pour les femmes à qui l'on demande de cesser de travailler pour faire des enfants. Celles qui, comme Emos et Camé, ont obéi à cette injonction, utilisent le cinéma comme un refuge qui leur permet d'accéder quelques heures par semaine à une forme d'autonomie à des moments où elles s'autorisent une vie fantasmatique. Enfin, l'exploration du courrier des lecteurs de Cinémonde permet de dessiner un paysage des genres favoris de la jeune génération qui diffère sensiblement de celui du box-office. Avant l'émergence de la nouvelle vague, les correspondantes affirment nettement leur préférence pour les films à costumes et les drames psychologiques français, alors que les correspondants privilégient les films américains d'action, films policiers, d'aventure, de guerre. Les unes et les autres se distinguent du public familial qui privilégie plutôt les comédies et les films d'aventure français ou franco-italiens. C'est la grande époque des coproductions. Don Camillo, par exemple. Un exemple entre mille. La nouvelle vague, contrairement à la vision qu'on en a aujourd'hui, c'est-à-dire comme le moment d'invention du cinéma d'auteur, est d'abord accueillie comme un cinéma de jeunes pour les jeunes. Et les débats font rage entre filles et garçons autour des valeurs éthiques que portent ces films. Les garçons s'identifient souvent aux personnages masculins jeunes et cyniques qu'ils voient comme des alter-ego fantasmés. Alors ici, vous avez Belmondo et Brialy, hein, en couverture de Cinémonde. Alors que les filles sont rarement satisfaites des personnages féminins de ces films, réalisés très majoritairement par des jeunes hommes. Seuls 2 films, dont le scénario est écrit par une femme, Les Amants, c'est Louise de Villemorin, et Hiroshima mon amour, c'est Marguerite Duras, provoquent l'enthousiasme des correspondantes. Autant pour la performance des actrices, pour la mise en scène que pour les enjeux d'émancipation féminine que ces films soulèvent. Ainsi, avant de devenir le symbole du cinéma moderne, la nouvelle vague a d'abord été un lieu et un instrument de débat
sur les nouvelles normes de genre et de sexualité, à une période où les jeunes étaient encore socialisés majoritairement de façon non mixte. La rubrique Potinon a ainsi favorisé la constitution pendant quelques années d'une communauté virtuelle qui permettait de transgresser les barrières de classe, de genre et de génération. Pourtant, cette expérience originale s'est étiolée au cours des années 60, avant même la disparition du magazine en 71. Cinémonde a été, comment pourrait-on dire, vaincu par Salut les copains. C'est-à-dire qu'en fait, là, dans le courant des années 60, la jeunesse a changé d'objet culturel spécifique et sont passés du cinéma à la chanson. Et Salut les copains est devenu le magazine des jeunes, en fait. Et on le voit au fait que Cinémonde, à partir de 62, crée une rubrique musical pour essayer d'intégrer Johnny, Sylvie, Françoise et les autres, mais ça n'a pas suffi. Parce que les cinéphiles se plaignent et les autres, ils achètent sur le Salut les copains. Il vaut mieux l'original que la copie. Bon, donc cette période où le cinéma est l'objet culturel préféré de la jeunesse se clôt pendant les années 60, au cours des années 60. Mais alors que la mixité s'instaurait progressivement dans le système scolaire, ça commence au début des années 60, la mixité dans les lycées, et que les filles accédaient massivement à l'université, le milieu du cinéma restait encore très fermé aux femmes dans les postes de création. Il faudra attendre le mouvement féministe des années 70 pour que des femmes revendiquent leur droit à créer des images et fassent émerger un regard différent sur elles-mêmes et sur le monde. L'évolution du courrier de Cinémonde est sans doute à mettre en regard avec ce paradoxe. Les filles et les femmes vont se trouver progressivement marginalisées dans un lieu pourtant culturellement subalterne où elles avaient pu se faire une place. Double paradoxe, puisque le magazine est de plus en plus envahi par des photos de pin-up de plus en plus dénudées, alors même que la rubrique du courrier des lecteurs devient de plus en plus masculine et de plus en plus érudite. Le point de convergence est la cible masculine privilégiée par le nouveau Cinémonde, c'est son titre, à partir de 66. Si les cinéphiles féminines ont déserté Cinémonde, elles n'ont pas pour autant accès à d'autres périodiques, comme Cinéma ou Images et Sons, sans parler des cahiers du cinéma ou de Positif. Tous dépourvus de rubriques régulières de courrier et très majoritairement rédigés par des hommes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, issus des ciné-clubs et ou de l'université. Ce qui s'est perdu avec ces formes de cinéphilie féminine, telles que j'essaie de les mettre en valeur dans cet ouvrage, ce sont des tentatives d'articuler rapports éthiques et esthétiques au cinéma. La prise en compte des émotions pour évaluer les films, autrement dit, la construction d'une expertise ordinaire qui associe le cœur et le corps et l'intelligence. Je dis le cœur et l'intelligence parce que c'est le titre d'une des rubriques de Potinon dans ces années-là. L'une des correspondantes se plaint que on préfère l'intelligence au cœur désormais dans la rubrique dans Potinon. Quand on parcourt aujourd'hui les forums des critiques de films sur les sites comme Allociné ou IMDb, outre que les participants y sont majoritairement masculins, on le voit au pseudo, on constate un fossé entre des réactions émotionnelles souvent très peu élaborées et des analyses techniques ou esthétiques très distanciées, autrement dit un écart grandissant entre le goût populaire, alors le goût populaire qui est défini par Bourdieu et Julier comme
l'intérêt pour les aspects techniques et pour le succès des films comme critère de qualité. Donc, autrement dit, un écart grandissant entre le goût populaire, le goût moyen et le goût distingué, pour reprendre les termes de Bourdieu repris par Laurent Juillet. Ces clivages s'expriment aussi bien dans la production que dans la réception des films aujourd'hui, provoquant périodiquement des cris d'alarme chez les professionnels qui voient à juste titre un appauvrissement du cinéma. Vous vous souvenez peut-être de la publication de ce manifeste, je crois que c'était en 2012, par un groupe de professionnels mené par Pascal Ferrand, qui était un plaidoyer pour un cinéma du milieu. Malheureusement resté sans suite. Cette domination masculine se marque encore sur les sites, les blogs et les vlogs, vidéos hébergées sur YouTube, comme le confirment certaines enquêtes, en particulier un entretien de Mélanie Boissonneau avec 2 youtubeuses en 2019. Cependant, le mouvement MeToo, se greffant sur la révolution numérique, marque un tournant qui s'est répercuté y compris dans la critique amateur. Des blogs et sites cinéphiles explicitement féministes, ainsi que des vlogs, proposent désormais, et des podcasts, proposent désormais des analyses genrées des films et des séries, et les réseaux sociaux servent de chambre d'écho à ce type d'analyse. J'ai moi-même créé en 2016 un site collectif de critique féministe du cinéma, la télévision, le genre et l'écran. Donc je vous ai indiqué ici, d'une part, un article de Réseau qui fait un peu le point, mais en 2017, donc avant MeToo, de la critique, ce qu'elle appelle, Hélène Breda, qui est une jeune chercheuse, appelle la critique féministe profane en ligne de films et de séries télévisées. Et c'est vrai que Internet a permis la floraison d'articles qui n'auraient pas trouvé preneur à l'époque où il n'y avait que du papier. Hein. Et je vous ai indiqué aussi quelques sites, vlogs et podcasts qui abordent donc le cinéma d'un point de vue féministe. Alors, le cinéma et politique. Cinéma et politique, c'est pas les mêmes. Hein. Cinéma et politique, le cinéma politique, c'est un site collectif qui est déjà assez ancien. Cinéma et politique, ce sont des vidéos faites par une intervenante, et en particulier, il y en a un récent où elle fait le point sur les théories féministes au cinéma, qui est très, très, très bien informée. Sorociné, qui est à la fois une revue et des podcasts, hein, qui forment maintenant un ensemble très varié et intéressant et très riche. Donc, le genre et l'écran, le site collectif que j'anime, et Cinéra Meuf, qui est également une série de podcasts. Donc, comme son nom l'indique, avec un point de vue féminin et féministe sur les films. Voilà, je vous remercie. Έμενε κάλλιστον, εγώ δε. Εγώ δε, κείνο το της έρατε. Κείνο το της έρατε. Κείνο το της